il me semble que l'image d'Israël, un peu comme le bon vin, s'améliore en permanence. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux pays, en particulier occidentaux, viennent signer des accords avec l'État d'Israël, justement dans le domaine sanitaire. Pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, nous nous penchons aujourd'hui sur les échos paradoxalement souvent assez positifs que rencontre sur la scène internationale la politique à succès de vaccination en Israël, qui a contribué effectivement à rehausser ces derniers temps son image de marque au sein des médias et de l'opinion internationale, notamment occidentale et européenne. Pour débattre de ce sujet en ligne avec nous, deux invités depuis Tel Aviv et Ofra, en Judée-Samarie. Le professeur Cyril Cohen, qui est directeur du laboratoire d'immunothérapie à l'université de Bar-Ilan en Israël et aussi membre du conseil consultatif du ministère israélien de la Santé sur les essais de vaccination. Et puis David Pasder, de longues années chef d'une entreprise de tourisme spécialisée dans l'organisation de circuits de découverte par des visiteurs étrangers et de découverte des diverses réalités d'Israël sur le terrain, ainsi qu'actuel fondateur du projet de ce qu'on appelle de la Hasbara internationale en bleu et blanc, si je puis dire, et on en parlera un petit peu tout à l'heure, un projet qui s'intitule Israël, un jaillissement de vie. Alors Cyril et David, bonjour et shalom. Et merci d'être avec nous en ligne. Professeur Cyril Cohen, en tant que spécialiste d'immunologie et d'immunothérapie plutôt, vous êtes intervenu à plusieurs reprises ces derniers temps dans certains médias français pour faire un bilan précis et positif de la situation sanitaire en Israël et surtout de sa politique à succès, alliant une série de confinements assez stricts à une vaste et rapide campagne de vaccination qui s'est effectuée pendant 2 mois à raison de 2% des citoyens israéliens par jour qui ont été vaccinés. Alors pensez-vous donc, puisque vous êtes à la fois un spécialiste scientifique des problèmes de vaccination, mais aussi quelqu'un qui a parlé au monde sur ce sujet, pensez-vous que ce succès israélien était compris comme tel à l'étranger, notamment en Europe et en France, et surtout qu'il aura réellement contribué à améliorer l'image internationale de l'État juif ? Oui, j'en ai aucun doute. Je tiens à vous dire, il m'est arrivé une fois de plus, il m'arrive. Je parlais au temps présent. Au moins 1 à 2 fois par jour, je donne des interviews dans les médias internationaux, pas seulement en France, mais il m'est arrivé en Corée du Sud, au Brésil ou en Australie, au Canada. Une fois de plus, je ne dis pas ça de manière prétentieuse. Non, je dis ça parce qu'on voit aujourd'hui un véritable intérêt dans le monde en ce qui concerne Israël, en ce qui concerne, entre guillemets, ce miracle. Et ça a été aussi, je dirais, par plusieurs médias internationaux, ça a été qualifié de miracle, même lorsque j'étais en plateau, etc. En fait, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est un changement d'optique. Attention, c'est pas, je veux dire, dans les interviews et dans mes échanges et les échanges aussi que je vois sur Israël dans certains médias, c'est pas toujours tout rose, parce qu'on parle évidemment, il y a quelquefois la question par exemple de la vaccination des Palestiniens, il y a la question des données des données anonymisées, mais qu'on a transférées à Pfizer et à l'OMS, il y a la question du prix qu'on a payé pour ces vaccins. Mais si je regarde de manière générale, on voit un sentiment positif. Je vois même, quelquefois, je suis contacté par certains présentateurs après ces interviews qui, justement, me font partager leur admiration par rapport à ce qu'Israël a fait. Et on l'a vu aussi, il y a eu des enquêtes d'opinion qui ont été faites aussi en Europe. J'ai eu l'occasion d'en voir, justement, sur l'image d'Israël qui a été améliorée, qui est améliorée. On voit, par exemple, en France, je crois qu'il y avait 16% des gens qui étaient, favorables à Israël avant la crise et avant la vaccination. Et aujourd'hui, on a à peu près 24-25%. Bon, il y a toujours 75% qui ne sont pas favorables en Israël. Mais oui, on peut parler d'un progrès à ce niveau-là. Et peut-être de manière, une fois de plus, assez modeste, de ce phénomène de la lumière des nations, un pays qui va courageusement et qui, va du devant pas seulement pour lui-même, mais parce que le monde aujourd'hui apprend beaucoup des données de la vaccination en Israël. Alors, pourtant, les détracteurs parfois les plus pernicieux de l'État hébreu existent aussi, j'allais dire, le plus souvent dans notre propre pays.
Ainsi, que pensez-vous à ce propos de ce recours ahurissant présenté par un groupe israélien s'intitulant pompeusement Des gens pour la vérité, en anglais People of Truth, qui a été présenté voilà un mois par les avocats eux aussi israéliens Ruth Machak-Cholovsky et Aryeh Suchocholovsky devant la Cour pénale internationale de La Haye, celle-là même qui vient d'incriminer Israël justement pour de prétendues violations des droits de l'homme dans les territoires dits palestiniens, mais cette fois au prétexte extrêmement pernicieux que cette politique de vaccination donc d'Israël constituerait, je cite, une violation flagrante des dispositions de la jurisprudence des procès de Nuremberg ayant interdit en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale, les expérimentations médicales sur des êtres humains, dans le genre justement de celles qui avaient été pratiquées dans les camps de la mort par les médecins nazis sur les juifs. N'est-ce pas entrer là dans un jeu justement tellement nauséabond d'une inversion des valeurs, dans le but en plus de la part d'Israéliens de clouer une nouvelle fois l'État hébreu au pilori en prétendant que les descendants israéliens des anciennes victimes du génocide seraient devenus eux-mêmes des bourreaux de leur propre peuple? C'est une longue question et je tiens à vous dire que oui, je le vois beaucoup dans les réseaux sociaux. Je ne parle pas de professionnels, entre guillemets, je ne sais pas si je peux appeler ces gens des professionnels quand ils se disent avocats et qu'ils attaquent l'État d'Israël. Parce que, par exemple, une de leurs, je dirais, des choses qu'ils réclament, en fait, c'est l'arrêt du génocide qui est en train d'arriver en Israël. Le génocide à cause des vaccins. Et je crois que c'est terrible d'utiliser des mots, surtout pour, je dirais, des descendants et des gens qui savent ce que c'est un holocauste, surtout lorsque c'est le contraire totalement qui est en train d'arriver. Parce qu'aujourd'hui, en Israël, si on n'avait pas vacciné, et ça, on le voit de manière très simple, on aurait eu encore plus de morts, on aurait franchi la barre des 10 000 morts. Ça, ce n'est pas un secret. On le sait très bien. Et donc, ces gens, peut-être par coup de publicité, parce que j'ai vu aussi qu'ils attaquent le gouvernement chinois et parce qu'ils déposent des plaintes à droite et à gauche. Je crois que c'est plus de la publicité qu'ils cherchent. Je crois que c'est plus une manière de peut-être, je ne sais même pas s'ils sont convaincus. C'est ça, de se mettre en avant. Mais dites-moi, voilà. Dernière question avant de dialoguer aussi avec David Pasder. Au-delà de tous ces délires conspirationnistes ou apparentés, ou alors de gens simplement intéressés à leur propre promotion, comme vous le disiez, pensez-vous, en quelques mots, parce que là, vous pourriez nous faire une conférence, et je crois que vous êtes déjà intervenu à ce propos, mais que grâce à cette politique de vaccination très efficace et audacieuse, le coronavirus est désormais réellement derrière nous en Israël ? Je dirais temporairement pour l'instant. Il est très dur de prévoir. Vous savez, s'il y a une chose, il faut beaucoup d'humilité. S'il y a une chose que l'on a appris pendant cette dernière année, c'est qu'on ne peut pas toujours prévoir ce qui va arriver. Et les rebondissements possibles, c'est cela ? Voilà, exactement. Donc, ce qu'on peut dire, on peut sourire aujourd'hui, on peut dire qu'en Israël, on a gagné une bataille. On n'a pas encore gagné la guerre parce que cette guerre, c'est une guerre qui est globale, c'est une guerre au niveau mondial aussi contre ce virus. Je crois qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Je crois qu'on comprend beaucoup mieux, que ce soit au niveau des traitements, de la prise en charge précoce, que ce soit au niveau évidemment de la vaccination. Mais une fois de plus, on est toujours à la merci d'un variant, on est toujours à la merci de problèmes. Je crois qu'il faut aujourd'hui être content des résultats, du moins en Israël, qu'on a atteints. Mais une fois de plus, il faut toujours être prudent et nous restons prudents. Merci, professeur Cyril Cohen. À bientôt. Merci du temps que vous nous avez consacré. À bientôt. Alors, je me tourne à présent vers vous, David Pasder. J'ai une première question. Pensez-vous, vous aussi, d'après tous les éléments que vous consultez, que le succès incontestable de cette campagne en bleu et blanc de vaccination anti-corona aurait inversé ou du moins beaucoup amélioré l'image d'Israël à l'étranger ? J'avoue ne pas pouvoir répondre directement à cette question. Par contre, j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que nous a expliqué le professeur Cyril Cohen. En fait, je vais citer ce que David Ben Gourion a dit il y a quelques années, à savoir ce qui compte, ce n'est pas ce que les nations disent, mais que ce qu'Israël fait. Je m'explique. C'est-à-dire que une grande partie du monde, jusqu'à présent, n'accepte pas l'existence même d'Israël et surtout prend ombrage des succès d'Israël devenus
en 73 ans la 8e puissance mondiale. Et je pense que cette crise du corona a prouvé un principe qui est d'ailleurs valable en biologie, en médecine bien entendu, en histoire, en sociologie, c'est que tout organisme qui n'est pas capable de s'adapter à une nouvelle situation périclite, dégénère. Et je crois que, de façon très précise, Israël a montré une fois de plus, dans un domaine dont les tenants et aboutissants sont dans l'obscurité, comme vient de le dire le professeur Cohen, donc on ne sait pas, il y a de montrer une résilience exceptionnelle qui est, si l'on peut dire, la marque de fabrique de l'État d'Israël depuis 1973. Alors, est-ce que tout de même, et vous citiez Ben Gurion, vous n'estimez pas que rien de fondamental, malgré cette avancée, et évidemment des pourcentages d'opinions favorables qui ont pris 10% en plus, c'est pas négligeable dans le contexte de démonisation, de délégalisation systématique par certains médias, par la plupart des médias occidentaux d'Israël. Est-ce que vous n'estimez pas que sur le fond, rien ne saurait vraiment changer concernant la mauvaise image d'Israël qui est fabriquée par donc cette désinformation et les distorsions à l'œuvre qui sont en permanence en train de se poursuivre dans la plupart des grands médias internationaux, parce que finalement ce qui compte à leurs yeux, aux yeux des détracteurs d'Israël, ce n'est pas exactement comme l'avait dit le regretté journaliste juif Paul Giniewski en reprenant, disons, sur le terrain médiatique la phrase de Ben Gurion que vous avez citée tout à l'heure. Il avait dit, Giniewski, que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'Israël fait ou ne fait pas, mais ce qu'il est, à savoir le juif parmi les nations. C'est-à-dire que finalement, est-ce que ce n'est pas une cause perdue ? Bon, c'est un sujet immense, je n'ai pas la prétention de pouvoir le couvrir de façon générale et en particulier en atlas. Je pense à la chose suivante, et personnelle, que Israël est dans un processus de empowerment, c'est-à-dire de prise en puissance continue. Et si effectivement la plupart des médias fait vivre du dénigrement d'Israël, il me semble que l'image d'Israël, un peu comme le bon vin, s'améliore en permanence. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux pays, en particulier occidentaux, comme le Danemark, l'Autriche, l'Italie, la Pologne, je crois, viennent signer des accords avec l'État d'Israël, justement dans le domaine sanitaire. Pourquoi ? Parce que là, de nouveau, Israël a trouvé quelque chose qui est un petit peu, si on peut dire, sa marque de fabrique. La capacité d'analyser, de réfléchir vite et d'agir. Et ça, c'est réellement quelque chose de fondamental en Israël. Je vais prendre comme exemple un petit peu les technologies développées par Israël dans le domaine de l'eau. Comme tout le monde le sait, il y a un manque d'eau et en plus, à la création d'Israël, Israël avait un besoin absolu d'être en autarcie, en particulier dans ce domaine-là. Et alors, à ce moment-là, Israël a développé des technologies qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas de manque d'eau en Israël. Israël assure également à ses voisins l'approvisionnement en eau et surtout est devenu un leader mondial qui établit des passerelles de coopération avec des pays en Afrique, des pays arabes, des pays en Asie, etc. Donc, de nouveau, chaque crise est une occasion pour Israël de se surmonter, mais ça, pas uniquement de se surmonter, de trouver des solutions pour l'État d'Israël, mais également pour l'amélioration de l'humanité. Nous existons depuis 3800 ans. Nous avons notre avenir devant nous. Et la contribution qu'apporte Israël dans énormément de domaines fait qu'en fait, même s'il y a encore des grincheux, des jaloux, etc., des dossiers d'Israël, rien ne peut arrêter cette dynamique exceptionnelle que vit le peuple juif en Israël.
Alors, dites-nous justement, puisqu'il nous reste un peu moins de 5 minutes, mais sans rentrer dans trop nombreux détails, puisque je vous ai présenté à la fois comme un spécialiste des ponts entre Israël et, disons, le monde des visiteurs d'Israël qui viennent découvrir les réalités sur le terrain, des activités qui ont été un peu espacées à cause évidemment de la crise de la pandémie, mais ces dernières années. Mais vous êtes surtout aujourd'hui l'initiateur, le fondateur et l'initiateur de ce projet de Hasbara, le mot israélien pour dire contre-information explicative, je ne sais pas comment on peut traduire ça, mais qui s'intitule ce projet, je le rappelle, Israël, un jaillissement de vie. Alors un projet que vous êtes en train de mettre sur pied avec des centaines de vidéoconférences dans 10 langues différentes qui seront diffusées sur donc les différentes réalités d'Israël dont on parlait par un groupe multilingue de spécialistes. Donc c'est un projet qui est en plein montage. Expliquez-nous notamment dans vos objectifs immédiats et les principales thématiques de cette plateforme qui va faire en fait une encyclopédie audiovisuelle en quelque sorte. Absolument, absolument. C'est une très belle définition. Je vais essayer de résumer en quelques phrases ce projet. Ce projet s'appelle en français un jaillissement de vie, en anglais Israel Learning Center. Alors, vous avez utilisé le mot Hasbara parce qu'effectivement, il n'y a pas de traduction en français ou en anglais de Hasbara. Pour la bonne raison, c'est que l'État d'Israël, et c'est justement ce paradigme que nous voulons changer, est le seul pays au monde qui doit sans arrêt justifier son existence. Donc, nous avons décidé comme je viens de le dire à l'instant, de renverser le paradigme et ne pas s'excuser, de ne pas également sans arrêt devoir expliquer pourquoi nous existons, mais faire le contraire, à savoir de présenter Israël dans 40 domaines différents. Je ne vais pas tous les citer, l'économie, l'histoire, l'hydrologie, l'agriculture, la recherche scientifique, la recherche médicale, le statut de la femme, la jeunesse en Israël. Qu'est-ce qui fait qu'Israël est ce qu'il est, en mettant l'accent non pas sur l'information actuelle, mais sur les processus qui ont conduit à créer l'Israël d'aujourd'hui avec ses réalisations exceptionnelles dans énormément de domaines. C'est-à-dire, en fait, de présenter, si on peut dire en anglais, Israël as is, Israël comme elle est, mais sans rentrer dans un domaine de polémique, ni des domaines ni religieux, ni politiques, etc., mais simplement sur 40 domaines et beaucoup de sous-domaines, montrer la réalité d'Israël. Le modèle, c'est effectivement, comme je l'avais dit, des fiches audiovisuelles qui seront sous-titrées en 10 langues et dont le but est d'atteindre non pas les médias, non pas non plus la plupart des hommes politiques qui, pour différentes raisons, dans pratiquement tous les pays, ont une politique anti-israélienne, basée sur un antisémitisme classique qui ne disparaît pas si rapidement, mais d'atteindre des dizaines, voire des centaines de millions de gens dans le monde qui sont assoiffés de connaissances israéliennes. Le professeur Cyril Cohen l'a rappelé à l'instant, et c'est d'ailleurs une des langues dans lesquelles nous allons traduire exactement, de faire figurer des sous-titres. Par exemple, la Corée du Sud. La Corée du Sud est un pays très avancé du point de vue technologique et les Coréens du Sud, les Japonais, les Chinois, les Brésiliens sont avides de connaissances sur Israël. Et ces connaissances, de façon structurée, n'existent pas. Si je peux m'arrêter ici, donc, je voudrais comme ça résumer ce projet qui s'appelle Israel Learning Center et auquel nous convions beaucoup de gens à contribuer, puisque nous avons bien entendu un besoin de lever des fonds. Et en tout cas, bonne chance pour ce projet qui est en plein montage. En français, ça s'appelle Israël, un jaillissement de vie. Et j'espère qu'on en entendra parler dans les mois qui viennent lorsqu'il commencera à agir. En tout cas, à ce moment-là, on aura le plaisir de vous recevoir à nouveau sur le plateau du studio Kalita. Merci David Pasder pour votre temps. À bientôt et bonne santé à tout le monde. Merci aux auditeurs aussi de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.